Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous faire cette présentation blockchain. C'est un sujet que j'ai découvert en 2014 et que je suis toujours avec grand intérêt. Euh, En revanche, le terme blockchain ne me plaît pas beaucoup car il décrit à la fois une composante technique et un grand nombre de cas d'usage. Mais je tiens à vous rassurer, je me consolerai en brisant deux mythes au sujet de la blockchain. Alors, cette présentation est à destination bien évidemment de tous, que vous soyez néophyte ou plus expérimenté. Ça vous permettra dans le premier cas de découvrir cet univers et dans le second d'enrichir votre vision du sujet. Je voulais qu'elle oppose deux visions complètement différentes de la blockchain. La première, donc, c'est les blockchains dites publiques qui sont ouvertes et accessibles à tous à travers le réseau Internet. Et la seconde, sont les blockchains privées qui sont hébergées au sein de systèmes d'information d'entreprise, voire dans des services de cloud et à usage restreint. Alors je tiens à m'excuser parce que je voulais vous faire une présentation blockchain, mais en fait, ce serait vraiment malhonnête de ma part de vous parler de blockchain pendant 40 minutes sans vous évoquer le Bitcoin. Le Bitcoin, en réalité, c'est la première des blockchains. Et à vrai dire, si vous comprenez comment fonctionne le Bitcoin, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à comprendre les blockchains dans leur ensemble. Alors, pour le Bitcoin, je voulais vous partager deux dates et également deux anecdotes. La première date, en fait, c'est courant 2008, c'est la publication du livre blanc traitant du Bitcoin. Donc, le livre blanc, en fait, ça décrit une problématique et sa solution technique. Or, dans ce livre blanc, le terme blockchain n'apparaît absolument pas. Et je trouve ça assez amusant de se dire que dans le livre blanc de la première blockchain, le terme blockchain n'apparaît pas. En réalité, il apparaît un peu plus tard, ou même beaucoup plus tard, vers les coups de 2014-2015. La deuxième date, c'est 2009 et plus particulièrement le 3 janvier 2009. Et ben, en fait, c'est le lancement de la blockchain de Bitcoin. Et l'anecdote, en fait, c'est que dans la première transaction écrite en fait dans la blockchain de Bitcoin, il y a une référence directe au Times en fait du jour et un de ses titres. Et ce titre en fait fait référence à la crise de 2008. Alors, avant d'aller plus en avance sur le Bitcoin, je dois vous parler de ce qu'est la rétrofacturation. Donc, en réalité, c'est un procédé permettant à un acheteur d'être remboursé en cas de litige. Ce procédé, en fait, est traité par les banques de l'acheteur, du vendeur, également du service de paiement. Et d'ailleurs, ils émettent des frais de transaction vis-à-vis de ça. Euh, c'est quelque chose qui a l'avantage, bien évidemment, de l'acheteur et au désavantage du vendeur. Et plus particulièrement du vendeur sur des biens immatériels, parce que par exemple, PayPal n'assure absolument pas les transactions de biens immatériels. Et c'est même devenu une arnaque bien connue qui consiste en fait à lever les litiges sans que le vendeur ne puisse se défendre. Donc, ce qui est traité dans le livre blanc, c'est que ça a deux conséquences, cette rétrofacturation. C'est que ça augmente le coût de transaction et puis ça peut parfois augmenter la défiance des commerçants. Et donc la thèse soutenue dans ce livre blanc, c'est que pour supprimer la rétrofacturation qui est évoquée comme un problème, il faut un système de paiement sans tiers et donc décentralisé. Alors ce système décentralisé il doit permettre un certain nombre de choses, mais la chose la plus évidente, c'est qu'il doit permettre à une entité de transférer de la propriété. Alors ça peut paraître un petit peu flou comme ça, mais vous allez comprendre très vite, c'est que pour transférer un euro, on prend une pièce d'un euro et on le donne à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose en physique qui est assez facile. En revanche, si on veut transférer un euro à une personne, on est obligé de passer par un système bancaire parce que figurez-vous qu'on ne sait pas transférer un euro numérique de pair à pair. Et Bitcoin, en fait, ça apporte une solution à ce problème-là. Et pour apporter cette solution, très concrètement, Bitcoin doit se prémunir de ce qu'on appelle la double dépense, c'est-à-dire si moi, Jonathan, je possède un Bitcoin, je ne dois pas pouvoir le dépenser X fois. Ça me semble évident. Si je fais ça, c'est plus du transfert de propriété, c'est juste de la recopie d'informations. Et pour se prémunir contre la double défense, en fait, le système décentralisé il va utiliser un historique partagé et en réalité, c'est un livre de compte que tous les acteurs participant à ce système décentralisé vont pouvoir vérifier et donc vérifier effectivement que moi, Jonathan, je possède ce Bitcoin et que je ne l'ai pas déjà dépensé. D'autre part, ce système doit disposer d'un système d'authentification des acteurs et des transactions. Et même si on est sur un système décentralisé, on doit disposer de règles communes. Et le fait de ne pas vouloir partager ces règles communes fait qu'on ne peut pas participer à ce réseau. Dernier point, ce système décentralisé, il fonctionne sur Internet. Et sur Internet, on peut avoir des pannes, bien évidemment, mais on a également des personnes malveillantes. Et donc, on doit avoir un système qui doit fonctionner correctement et de manière efficace, malgré en fait ces deux composantes.
Alors, pour comprendre comment fonctionne techniquement le Bitcoin, en fait, je vais vous demander, dans un premier temps, d'oublier le Bitcoin et d'imaginer plutôt un livre de compte qui va contenir des pages, et chacune de ces pages va contenir des transactions qui sont en réalité en fait, des échanges de propriétés et qui seront ajoutées chronologiquement et au fil de l'eau. Et pour pouvoir écrire dans ce livre de compte, il faudra pouvoir s'authentifier au préalable. Chaque nouvelle page, elle est certifiée par un notaire parmi une infinité d'entre eux, et il existe en fait un ensemble de règles régissant en fait le fonctionnement et l'usage de ce livre de compte, avec notamment, par exemple, une règle définissant comment les notaires peuvent certifier une nouvelle page. Et dernier point, c'est un livre qui est magique, car en fait, n'importe qui peut le recopier à tout moment. Et d'autre part, chaque nouvelle transaction et chaque nouvelle page, ils sont recopiés sur l'ensemble de ces copies. Et de ce fait-là, en fait, tout le monde peut vérifier l'intégrité de ce fameux livre de compte. Donc reprenons notre blockchain de Bitcoin et on va le comparer à notre livre de compte. Donc ce dernier, il contient des pages et des transactions, et en fait, notre blockchain, c'est à peu près pareil, sauf qu'elle ne contient pas des pages, mais des blocs. Mais elles répondent vraiment aux mêmes besoins. On a dit que ce livre de compte, il était magique. Alors la blockchain de Bitcoin, elle n'est pas magique, hein. Elle fonctionne à partir d'un réseau peer-to-peer distribué, et donc ça permet de recopier la blockchain et de transférer les nouveaux blocs et les nouvelles transactions. Donc sur notre livre de compte, il faut d'abord préalablement s'authentifier avant de pouvoir écrire sa transaction. Et bien, du coup, sur Bitcoin, en fait, c'est à peu près équivalent, sauf qu'on va utiliser un algorithme à clé publique, donc plus particulièrement ECDSA, pour faire ce genre de choses. Sur notre livre de compte, on avait dit qu'on avait des notaires qui certifiaient les pages, et bien sur Bitcoin, en fait, c'est ce qu'on appelle des mineurs, et donc qui seront chargés d'intégrer en fait les transactions dans les blocs, de produire les blocs, de les certifier, et puis également de les diffuser sur le réseau. Dernier point, on a évoqué le fait qu'il y avait des règles, et donc sur Bitcoin, il y a effectivement des règles. On en a un grand nombre, mais on en a deux qui sont sans doute la pierre angulaire. La première règle, en fait, elle définit la manière permettant de choisir le mineur pouvant produire, certifier et mettre un bloc sur le réseau. Et donc, ce mécanisme-là, en fait, il se base sur la théorie des jeux, et ça permet grossièrement de sécuriser la blockchain. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. La deuxième règle, en fait, elle définit le temps moyen de création entre chaque bloc. Et donc sur Bitcoin, un bloc est émis en moyenne toutes les 10 minutes. Et encore une fois, on le verra un petit peu plus tard. Donc en fait, ces deux règles, elles vont dire deux choses. Dans combien de temps aura lieu le prochain bloc et qui sera autorisé à produire et certifier ce bloc-là. Donc si on a envie de voir un peu comment fonctionne une transaction sur le réseau Bitcoin, c'est plutôt simple globalement. Donc admettons par exemple que Alice souhaite envoyer un Bitcoin à Bob. Donc en fait, elle va simplement créer une transaction et la signer en la diffusant au réseau et en disant je souhaite envoyer un Bitcoin à Bob. À partir de là, en fait, l'ensemble des acteurs du réseau vont pouvoir vérifier que Alice, d'une part, possède bien son Bitcoin et qu'elle ne l'a pas déjà dépensé, en lisant simplement la blockchain, le registre qui est un registre distribué, et donc en fait un livre de compte tout simplement. Une fois que cette transaction a été dans le principe validée, elle ne va pas tout de suite être inscrite dans la blockchain, elle va être dans un état un petit peu temporaire, donc on appelle le mempool. Et donc en gros, ça va être une transaction en attente d'être écrite dans un bloc et donc dans la blockchain. Donc tous les mineurs, en fait, à ce moment-là, vont préparer leur bloc en y ajoutant les transactions en attente et donc celle de Alice vers Bob. Il ne restera plus qu'à déterminer le mineur autorisé à émettre son bloc sur le réseau. Et donc Bitcoin, là, dans ces cas-là, utilise en fait ce qu'on appelle la preuve de travail. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en compétition l'ensemble de ces mineurs. Et cette compétition, elle devra répondre à deux caractéristiques. Elle devra être dure à gagner afin d'avoir un seul gagnant toutes les 10 minutes en moyenne, évidemment, et d'avoir un résultat qui soit simple à vérifier par l'ensemble du réseau. Plus concrètement, pour le Bitcoin, en fait, ça consiste à trouver en fait un résultat répondant à un critère spécifique. Et pour réussir en fait à trouver ce résultat, chaque mineur devra mettre en jeu et utiliser une grande puissance de calcul. Et pour ce faire, aura besoin de matériel informatique spécifique et d'une grande quantité d'énergie pour faire tourner ce matériel informatique. Et dernier point, la production d'un nouveau bloc donne droit aux mineurs à être récompensé en Bitcoin. Alors pour bien comprendre la sécurité du Bitcoin, il faut que je vous parle de l'attaque à 51%. Lorsqu'on parle de blockchain, il est bon ton de dire que c'est une base de données inaltérable. Or, en réalité, une blockchain peut tout à fait être altérée. Et justement, l'attaque à 51% permet
à une personne malveillante de réaliser une double dépense via l'altération de la blockchain. Donc, hein, si on se rappelle, hein, le mode de sélection des mineurs, ça passe par une compétition et cette compétition demande de mettre en jeu une certaine puissance de calcul. Et plus un mineur dispose de puissance de calcul et plus il a de chances de pouvoir produire un bloc. Mais lorsqu'une personne malveillante dispose de plus de la moitié de la puissance des mineurs, hein, il peut être en capacité de pouvoir annuler ses propres transactions. En revanche, il ne pourra pas changer les règles du consensus, créer ou voler des bitcoins. Donc la preuve de travail, elle joue en fait sur deux leviers économiques. Le premier, c'est de rendre très coûteux la double dépense, et le second, c'est de récompenser fortement les acteurs participant à la sécurité du réseau. Donc là, on est en face d'une sorte de balance économique, hein, qui doit toujours pencher vers l'incitation à sécuriser le réseau. Donc le second mythe que je dois briser, consistant à dire que les cryptoactifs finalement n'ont aucune utilité, ce qui est bien évidemment faux. C'est tout le contraire, les cryptoactifs en fait font partie de l'équation et sont même un élément déterminant permettant de sécuriser leur propre blockchain. Alors j'aimerais terminer sur le cas Bitcoin en évoquant ses bénéfices et ses inconvénients. Alors en France, hein, c'est très difficile de pouvoir évoquer les bénéfices, mais il y a un certain nombre de pays n'ayant ni stabilité institutionnelle, juridique, politique, ni un accès simple au système bancaire. Et en fait, Bitcoin, il apporte une double solution. La première, c'est de fournir un moyen simple et peu coûteux d'échanger de la valeur. Et la seconde, c'est qu'il est très simple et gratuit de pouvoir s'y raccorder. Et d'autre part, mais c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il est très facile de créer, par exemple, un business se basant sur Bitcoin comme un moyen de paiement. Le second aspect, hein, c'est qu'il est commun de dire et d'associer le Bitcoin au dark web. Mais en réalité, en fait, on a vu que c'est un livre de compte qui est totalement ouvert et auditable. Et c'est pour ça que d'autres blockchains se sont créés pour fournir une couche d'anonymisation que ne propose pas réellement et efficacement le Bitcoin. La seconde réalité, c'est que les enquêteurs ils sont tout à fait en capacité de pouvoir suivre des transactions illicites. On pourrait même dire que le Bitcoin, en fait, il brise une sorte d'asymétrie dans le secret bancaire, puisqu'il permet à tout à chacun de vérifier et de suivre des transactions. Donc, concernant les inconvénients, on en a deux qui sont quand même assez notables. Le premier, c'est par rapport à sa capacité. Le réseau Bitcoin, c'est 4 à 6 transactions par seconde maximum, avec des solutions technologiques qui sont encore à l'étude. Et d'autre part, on a une gouvernance qui est assez chaotique et qui provoque en fait des dissensions en fait dans les choix technologiques et c'est pour ça qu'on a de temps à autre en fait des forks en fait du Bitcoin, donc par exemple le Bitcoin Cash, ce genre de choses. Ce sont des solutions technologiques qui sont radicalement différentes et ça pose un problème de visibilité aux yeux par exemple du grand public. La seconde partie, c'est que les données sont entièrement publiques. Alors c'est bien, c'est ouvert, auditable, et cetera. Mais par exemple, si vous aviez une transaction inavouable, vous ne pourrez pas, par exemple, demander à supprimer cette transaction. Il n'y a pas de recours vis-à-vis de ça. D'autre part, il est bon ton de dire lorsqu'on parle du Bitcoin, quand on est sa propre banque, et c'est tout à fait pertinent, hein. Sur le Bitcoin, vous possédez donc un jeu de clés à travers donc un wallet. Ce wallet, si vous le perdez ou si vous le faites voler, en gros, ça revient à la perte ou le vol de vos propres Bitcoins. Et ici, il n'y a pas de monsieur Bitcoin, hein, qu'on pourrait appeler pour dire et pour se faire rembourser. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et dernier point, c'est le coût d'infrastructure qui est excessivement important. Important à deux niveaux, c'est que le Bitcoin, alors c'est très bien, c'est résistant à la censure, c'est résilient à la panne, et cetera. Mais ça a une conséquence, c'est qu'il faut dupliquer la base de données qu'est la blockchain de Bitcoin. Et donc ça prend de l'espace disque, ça prend quelque chose comme 200 gigas sur le disque. Et donc vouloir participer à la sécurisation du Bitcoin, ça a un coût par rapport à ça. Le second aspect, c'est la sécurisation en lui-même du procédé de sélection des mineurs, hein, donc ce qu'on appelle la preuve de travail, qui est excessivement coûteux, mais qui permet également la sécurisation efficace du Bitcoin. À présent, nous allons pouvoir quitter le monde du Bitcoin pour parler plus largement de l'écosystème blockchain. Alors, cet écosystème, il est extrêmement large et il faudrait certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être exhaustif. Et donc sur cette diapo, je voulais vous montrer justement qu'il existait plusieurs blockchains, plusieurs solutions apportant chacune son lot d'améliorations
au Bitcoin. Par exemple, on va retrouver une plus grande confidentialité, ce que ne propose pas Bitcoin, une moins grande consommation d'énergie pour la sélection des mineurs, une plus grande capacité et ou une meilleure gestion de la gouvernance. Alors justement, ça nous permet de parler de Ethereum, apparu en 2015 et qui a été un élément déterminant selon moi pour donner ses lettres de noblesse à la blockchain. Alors comme Bitcoin, Ethereum utilise un cryptoactif appelé Ether pour sécuriser sa blockchain. En revanche, il se distingue par le fait que son objectif premier, ce n'est pas de transférer des cryptoactifs, bien évidemment il sait le faire, mais ce n'est pas son but premier, mais c'est plutôt de fournir une solution technique basée sur un modèle de script persistant qu'on appelle plus couramment smart contract. C'est une notion qui parlera davantage aux développeurs d'applications, bien évidemment, mais grossièrement, cela permet d'inscrire dans la blockchain des lignes de code d'un programme et d'en décentraliser son exécution. Et donc, ça permet les éléments suivants, hein. Premièrement, donc ils sont déterministes, c'est-à-dire en fait qu'ils se comportent toujours de la même manière vis-à-vis des données qui lui sont présentées. Les smart contracts et les données stockées à l'intérieur peuvent être vérifiées par n'importe qui. Ces smart contracts fonctionnant donc sur la base de scripts, donc de lignes de code, sont open source et donc peuvent être vérifiés, audités, répliqués par tous, hein. Et dernier point, il est donc possible de les utiliser sans tiers de confiance et donc sans passer nécessairement par un site web ou une application dédiée. Et donc l'idée, c'est donc de se passer de l'intermédiaire pour exécuter ce code, pour pouvoir l'utiliser et donc de repositionner la confiance non pas dans l'intermédiaire, mais plutôt dans le fonctionnement du code. Ces smart contracts, ils ont fait émerger donc la notion d'application décentralisée et donc le premier cas d'usage, hein, je pense que c'était, sans doute le financement participatif et donc si on reprend en fait notre exemple de se passer de tiers, hein, pour le financement participatif, ça sous-entendrait par exemple de se passer d'un Indiegogo par exemple, pour faire son financement participatif, de le faire tourner à travers une application décentralisée, utilisant un smart contract et donc n'importe quel utilisateur pourrait en fait participer à un financement participatif, sans avoir à faire confiance à un tiers comme Indiegogo. À présent, hein, ces smart contracts, on l'utilise plus couramment pour la gestion en fait de jetons ou de tokens, hein, et donc ces jetons tokens, hein, sont des cryptoactifs portés par Ethereum et contrairement à Ether, ils ne servent pas à sécuriser la blockchain et d'autre part ont un mode de gestion indépendant. Le plus gros cas d'usage de ces fameux tokens, hein, sont les très médiatiques ICO, donc pour Initial Coin Offering, qui permettent en fait, premièrement de lever des fonds facilement, sans faire appel à un tierce, donc une banque spécialisée par exemple, sans contraintes réglementaires, ce qui est beaucoup moins vrai à présent puisque les législations se sont adaptées face à ça, et de ne pas dissoudre son capital contrairement à une IPO traditionnelle. Et on a un autre cas d'usage qui s'appelle donc l'économie de l'incitation, qu'on verra un petit peu plus tard. On a pu voir dans les applications décentralisées les avantages, mais il y a un grand nombre d'inconvénients. Premièrement, le code d'un smart contract, on a dit que c'était un script persistant, donc on ne peut pas vraiment les mettre à jour. D'autre part, le code, on avait dit que c'était open source, c'est un avantage, mais vu qu'on ne peut pas modifier le code, si tout le monde voit le code, mais qu'en plus le code, il y a un bug dedans, et ben on le verra d'autant plus facilement, j'ai envie de dire, et donc on ne pourra pas le corriger, facilement. Et dernier point, c'est que les temps de transaction sur Ethereum sont plus rapides que Bitcoin, certes, mais ils restent encore très longs. Plus de 4 donc dans le cas de Ethereum, c'est plus de 14 secondes, hein. Donc on verrait mal, par exemple, une sorte de Facebook application décentralisée pour lequel chaque photo de chat postée prendrait au moins 14 secondes avant d'être publiée. Un autre aspect qui est peut-être plus fonctionnel, hein, c'est que la blockchain d'Ethereum est publique et donc toutes les données sont publiques. C'est d'autant plus impactant
notamment du fait qu'on ne peut pas vraiment tout à fait supprimer en fait les données enregistrées sur une blockchain. Alors on peut en supprimer l'état présent, mais par contre on ne peut pas nier le fait de l'avoir inscrite, hein, donc on ne peut pas supprimer l'historique. Et donc si on a fait des choses inavouables sur un smart contract, acheter des choses inavouables à travers un smart contract par exemple, on pourra pas on pourra pas le supprimer, donc on ne pourra pas le nier. D'autre part, sur Ethereum, chaque écriture, sur la blockchain et donc chaque exécution, d'un smart contract, d'application décentralisée, a un coût et ce coût, il est porté, par l'utilisateur final. Et donc si on reprend notre exemple de Facebook application décentralisée, ça sous-entendrait que pour chaque vidéo de chat, postée, sur cette blockchain et ben, on devrait payer, quelques micro-centimes, et donc on a du mal à voir, concrètement comment l'utilisateur se comporterait vis-à-vis de ça. Sans doute le dernier point, je voulais toucher un petit mot, hein, c'est vis-à-vis de RGPD, excusez-moi. Alors RGPD n'a pas vocation à légiférer sur chacune des technologies, hein. Par contre, la CNIL s'est récemment prononcée et elle a eu raison vis-à-vis de ça, puisque la blockchain a quand même des spécificités assez importantes. Donc, elle en sort notamment 2 aspects, c'est que, heu, c'est à celui qui va enregistrer les données, sur la blockchain, donc ça peut être également un intermédiaire, hein, potentiellement. C'est à lui de caractériser, la donnée qui va être enregistrée, et de déterminer si oui ou non elle peut être stockée et sous quelle forme. Le deuxième aspect aussi, c'est que de toute manière, les données personnelles ne devraient jamais être enregistrées sur une blockchain sans à minima une couche de chiffrement. Et moi, j'aurais tendance à dire, qu'il ne faudrait même jamais enregistrer de données personnelles, sur la blockchain, parce que même un niveau de chiffrement, ne suffira pas à terme. Donc revenons à présent, à nos fameux tokens, à nos fameux jetons et attaquons, un sujet qui me passionne. Alors le terme blockchain 3.0 est complètement abusif, je l'assume complètement, mais il a pour vocation à vous faire comprendre que les applications décentralisées et ces tokens, en fait, ont créé vraiment une nouvelle rupture dans le paradigme blockchain. Jusqu'à maintenant, les cryptoactifs, hein, étaient, l'Ether, Bitcoin, en fait, on utilisait des mécanismes d'incitation, qui étaient, uniquement destinés à sécuriser la blockchain. Et à présent, c'est plus vraiment le cas. À présent, il existe en fait, un certain nombre d'applications décentralisées qui vont viser en fait à inciter économiquement, des individus à faire autre chose que sécuriser la blockchain. Et on trouve, un petit peu 2 aspects, hein. Le premier, c'est, la création d'un marché de ressources informatiques, Storj ou iExact, qui permettent en fait justement de pouvoir partager de la puissance de calcul et d'être, récompensés pour ça. Et puis on trouve également d'autres mécanismes d'incitation et notamment sur la production de contenu, et donc on retrouve Steemit, Dtube ou Utopian qui ont pour vocation, dans le cas de Steemit, de faire une sorte de médium, donc c'est du blog, mais pour le coup qui sera récompensé en cryptoactifs. Pour Dtube, c'est en fait un YouTube décentralisé en quelque sorte, qui va récompenser non pas avec les revenus de la publicité, mais via en fait de la création de cryptoactifs. Et Utopian, en fait, c'est un peu la même chose, mais dans la production de code open source. Et je trouve vraiment ça intéressant. Alors, je suis incapable de vous dire si ce sera une réussite ou pas, hein, mais je trouve ça intéressant en fait qu'on cherche à utiliser ce mécanisme d'incitation pour autre chose que simplement sécuriser la blockchain. Alors à présent, nous allons pouvoir passer aux blockchains privées. Et ça me permettra de vous évoquer les différences entre les blockchains publiques et privées. Et pour rappel, les blockchains publiques donc, sont hébergées publiquement, c'est-à-dire sur Internet, et donc sont accessibles à tous, et donc les données sont publiques. Quand on parle de blockchain privée, donc elles sont installées au sein d'un système d'information, voire d'un service de cloud, et donc elles ont un système de permission à 2 niveaux. Le premier, c'est le système d'information en lui-même, et d'autre part, il y a des produits blockchain qui permettent d'avoir un système de permission granulaire en lecture-écriture. Concernant les coûts
pour une blockchain publique, donc elles sont très régulièrement, voire systématiquement, des frais de transaction, alors que pour les blockchains privées, donc c'est entre guillemets gratuit, mais en fait c'est internalisé comme n'importe quelle application hébergée dans un SI. Pour la gouvernance, alors c'est là où le bas blesse concernant les blockchains publiques, c'est que la gouvernance, elle est distribuée, décentralisée, et ça peut poser un certain nombre de problèmes vis-à-vis des roadmaps, etc. Alors que pour une blockchain privée, c'est beaucoup plus simple, hein. La gouvernance, elle est préapprouvée, et puis en fait, en réalité, c'est plutôt une gestion d'un système d'information classique. Concernant l'infrastructure, là, c'est plutôt un avantage côté blockchain public. Le gros avantage, c'est que c'est totalement intégré, c'est déjà mis en place, et donc lorsqu'on est développeur, même utilisateur d'une blockchain publique, on n'a pas à se soucier réellement de la disponibilité de cette dernière, hein. A priori, on a une infrastructure qui est relativement stable. Alors que sur les blockchains privées, c'est un peu plus compliqué, puisqu'elle doit être d'une part installée et également maintenue au sein de son système d'information, et donc ça peut poser un certain nombre de difficultés. Et puis, dernier point, j'aimerais quand même souligner qu'il faut distinguer le produit blockchain et son contexte d'exécution. Par exemple, on a Ethereum qui est issu du monde de la blockchain publique, et ça n'empêche pas pourtant de l'avoir au sein d'un système d'information. À présent, on va pouvoir s'attaquer très concrètement aux différents produits existants sur le marché. Et je pense qu'un des plus connus, sans doute Hyperledger Fabric, qui est propulsé par IBM et qui a un grand nombre d'avantages. Alors bon, je tiens à souligner quand même que c'est un produit qui est open source et qui à la base en fait est plutôt sous la coupe de la fondation Linux. Alors, pour revenir à ces avantages, il y a une convergence extrêmement rapide. Alors, je ne pourrais pas vous la chiffrer, mais on est quand même bien en avance par rapport à ce que peut faire Ethereum. On a des valideurs qui sont préapprouvés, et ça c'est un avantage pour les systèmes d'information. On peut créer son propre actif. On a le support des smart contracts et c'est hautement adaptable. C'est-à-dire qu'en fait, Hyperledger Fabric, en fait, c'est un ensemble de solutions techniques, et puis on va pouvoir adapter et assembler ces solutions pour répondre à son propre besoin. Alors les inconvénients, c'est qu'on a assez peu de retours d'expérience. Si on devait le comparer à une base de données classique, on serait quand même très en retrait. Et d'autre part, et là j'ai envie de le souligner, Hyperledger Fabric, c'est un petit peu le syndrome du blockchain washing, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser une technologie de consensus basée sur Apache Kafka, et donc on n'est plus vraiment dans la blockchain, mais dans ce qu'on appelle les registres distribués. Un autre aspect, c'est que par exemple, on avait vu, normalement une blockchain c'était censé être utilisée pour éviter la double dépense, et sur Hyperledger Fabric, on n'a pas ce mécanisme intégré nativement. Il faut le développer soi-même à travers un smart contract. En fait, l'inconvénient d'être hautement adaptable, donc c'est que c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre du fait en fait de l'assemblage technologique. Alors Ethereum, il est aussi extrêmement connu par le fait qu'il est utilisé massivement en fait sur une blockchain publique, mais Ethereum en fait c'est bien plus subtil que ça. C'est également on peut vraiment l'adapter en fonction de son besoin, et preuve en est, c'est qu'on peut changer la méthode de consensus et passer de la preuve de travail à de la preuve d'autorité, et donc c'est un vrai avantage pour l'intégrer dans un système d'information. Puis donc on a tous les avantages d'Ethereum, on peut créer son propre actif, on peut utiliser ses propres smart contracts, et c'est globalement simple à mettre en œuvre, et ça a déjà été lourdement éprouvé. En revanche, dans son contexte blockchain entreprise, on a finalement assez peu de retours d'expérience. On n'a pas de gestion de permission lecture-écriture, ce qu'on pouvait avoir par exemple sur Hyperledger. Et puis globalement, c'est beaucoup moins fonctionnel que Fabric. Donc ça c'est aussi un point à prendre en compte. Alors BigchainDB, je vous en parle pour la beauté du geste, à vrai dire. Je trouvais ça amusant puisque BigchainDB, en fait, ça veut marier un monde bien connu qui est MongoDB à un monde un peu moins connu de la blockchain. Donc c'est marier en fait les avantages des deux composants. Une convergence qui est rapide, également on a un système de valideurs préapprouvés, et également la possibilité de créer son propre actif. En revanche, pour le coup, je pense que ça n'a jamais été réellement mis en production. On n'a pas de support de smart contract, ça c'est un vrai problème. Puis on a les avantages certes de MongoDB, mais par contre on est très loin des performances de ce type de base de données.
Et mon petit dernier, donc c'est Quorum. Là aussi, c'est assez intéressant, hein. C'est basé donc sur Ethereum. Donc ça bénéficie également de ces avantages, mais ça a été amélioré, hein, dans le sens où c'est globalement plus performant, mais ça supporte également les transactions, les smart contracts privés. En revanche, là aussi de mon côté, on a assez peu de retours d'expérience. Alors j'aime beaucoup cette diapositive car je voulais vous montrer que le processus de sélection d'une blockchain privée, hein, est particulièrement chaotique, n'est absolument pas mature. Je vous rappelle quand même qu'à la base, le principe de la blockchain, c'était de se passer d'un tiers de confiance. Or, à présent, on a réussi à se convaincre que la blockchain pourrait apporter des solutions techniques et fonctionnelles dans un système centralisé. Et finalement, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce une entreprise a vraiment besoin d'une blockchain? Car l'argument consistant à dire que les données d'une blockchain sont immuables, infalsifiables, etc., est plutôt caduque lorsqu'on en centralise la gouvernance. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'entreprise devrait plutôt se poser la question, est-ce que j'ai des données à partager avec, par exemple, des partenaires externes, des auditeurs, au grand public, par exemple? Et si oui, est-ce qu'elle est prête à partager la gouvernance du support de ces données que représente la blockchain? Alors, le cas Carrefour est vraiment intéressant à analyser et pour deux raisons. Heu, Déjà, il répond à un besoin, des clients à vouloir une information, plus transparente, sur les produits qu'il achète et consomme. La deuxième chose à voir, qu'on verra un peu plus tard, c'est, de se demander la pertinence, de juger de la pertinence à utiliser une blockchain, heu, pour répondre à ce besoin-là. Alors, il faut savoir quand même que pour Carrefour, fournir plus d'informations aux clients est une vraie problématique, hein. Problématique, on va dire, assez rationnelle concernant le packaging, qui a une taille réduite et qui ne permet pas de fournir toutes les informations souhaitées par le consommateur. Carrefour, en fait, ce qu'il a utilisé un smartphone, la technologie smartphone, comme une sorte d'étiquette augmentée via l'usage d'un QR code, afin de fournir des informations de traçabilité comme par exemple le lieu, la date de production, d'abattage, etc. C'est quelque chose qui est déjà mis en place, où typiquement on peut retrouver des poulets de filière Carrefour, mais également des tomates, des œufs, etc. Alors, pour savoir comment tout ça fonctionne, je vous invite vraiment à écouter l'interview d'Emmanuel Delerme, qui est le directeur du programme blockchain chez Carrefour. L'interview est vraiment passionnante et nous explique un petit peu comment tout ça s'articule. Alors, Carrefour, pour répondre à ces nouveaux besoins, d'abord va se baser évidemment sur les processus de traçabilité préexistants. D'autre part, faire en sorte qu'en fait, chacun des acteurs va partager en fait les informations de traçabilité sur la blockchain. Et d'autre part, Carrefour va analyser la cohérence de ces données sur les stocks et la production, par exemple. Et il y a quand même un mot d'ordre qui est important de souligner, c'est qu'en fait, chacun est responsable de ce qu'il écrit dans la blockchain. Ici, en fait, Carrefour souhaite vraiment engager et renforcer la responsabilité des acteurs de la filière. Alors moi, de ce que j'en comprends, c'est que la blockchain, elle est plutôt utilisée comme facilitateur de la transformation numérique des processus de traçabilité, en utilisant une des caractéristiques principales de la blockchain, qui consiste en fait à stocker tous les événements qui sont écrits en son sein. En revanche, j'émets un bémol. Emmanuel Delerme évoque le fait que Carrefour n'est pas hégémonique sur cette blockchain et que d'ailleurs ils invitent et facilitent l'installation de la blockchain aux différents acteurs. J'ai quand même du mal, moi, à voir concrètement un producteur installer sa propre copie de la blockchain. Je trouverais qu'il serait vraiment intéressant pour le coup de partager la gouvernance de cette blockchain auprès, par exemple, d'associations de consommateurs ou de cabinets de veille sanitaire. Alors le second cas d'usage, il est un petit peu plus complexe à appréhender car il ne touche pas directement nos vies. Il faut dire que cela concerne l'information financière des entreprises. Moi par contre, j'ai un petit faible pour ce cas d'usage, c'est que j'ai la chance de pouvoir échanger, régulièrement avec, son directeur de programme. Alors, dans chaque pays de l'Union européenne, il existe des administrations dont le rôle consiste à collecter et publier les informations financières des entreprises cotées. On y retrouve par exemple le chiffre d'affaires, la comptabilité ou la structure actionnariale. En France, il s'agit de la direction de l'information légale administrative. Contrairement aux US et de la SEC, qui ont à leur disposition la base de données Edgar, mais il n'existe pas de solution centralisant l'ensemble de toutes ces informations à travers l'Europe. C'est pour ça que l'Union européenne souhaite y remédier afin de fournir une information transparente et gratuite aux journalistes, aux investisseurs et aux citoyens.
Le problème, c'est qu'en fait, mais chaque pays dispose de sa propre solution et d'ailleurs de son propre historique. Et donc du coup, les données, elles sont complètement hétérogènes. Et d'ailleurs, certains pays font payer l'accès à ces données. L'autre problématique de taille, c'est que les données, elles doivent rester propriété des différents organismes. Et du coup, l'usage d'une base de données est plutôt exclu du fait que, quelque part, ça transfère la responsabilité des données. C'est en ce cas qu'en fait, une solution blockchain, elle permettrait justement de partager l'information tout en conservant la responsabilité de ces dernières. Alors c'est en ce sens en fait que l'Union européenne, elle souhaite creuser cette piste et à lever un certain nombre de prérequis. Bah, Première part, il faut que cette blockchain, le produit blockchain en question, soit open source et ait déjà fait ses preuves en production. Et par exemple, piocher sur une blockchain publique, c'est peut-être une bonne solution pour le coup. Il faut qu'elle soit performante et économe. Et donc là, je pense que c'est assez logique. On peut dire exit Bitcoin. Et il faut qu'il y ait une meilleure gestion de la gouvernance, notamment l'utilisation de la preuve de travail n'est absolument pas pertinente dans ce cas d'usage. D'autre part, il faut préserver la propriété et la responsabilité des données. Et donc, la blockchain se basant sur des algorithmes à clé publique, ça permet justement de prouver la possession. Dernier point, il faut qu'elle dispose d'un ensemble de librairies pour faciliter le développement d'applications. Alors pour répondre à toutes ces exigences, ils sont partis en fait sur une base Steam. Alors évidemment, ils partent pas sur la blockchain Steam qui tourne publiquement, mais sur son code qui doit être réadapté. Et pour la simple et bonne raison que Steam réunit un certain nombre de critères assez intéressants. Et la première, c'est qu'en fait, ils n'utilisent évidemment pas la preuve de travail, mais un autre protocole de consensus qui est en fait la délégation de preuves d'enjeu et qui est tout à fait compatible avec un système de gouvernance approuvé. D'autre part, elle est plutôt véloce. On a un temps entre chaque bloc de 3 secondes. Lorsqu'on on le compare à Ethereum qui est plutôt de 14 secondes, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. D'autre part, c'est utilisé tous les jours par des dizaines de milliers de personnes pour produire continuellement du contenu de type blog et de vidéo, par exemple. Et il dispose par ailleurs d'un écosystème assez florissant qui facilite réellement la création d'applications. Et donc pour conclure, nous l'avons vu, le mot blockchain, il est extrêmement vaste. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et ce qu'il faut en retenir, concernant les blockchains publiques, c'est qu'il faut, je pense, le marteler. Les cryptoactifs sont absolument nécessaires pour la sécurité des blockchains. Et donc le rôle de ces blockchains, c'est de réduire le coût de transaction et également de se passer d'intermédiaires. Concernant les blockchains privées, en fait, on espère plutôt en fait pouvoir améliorer les processus existants, mais à mon sens, on élude partiellement, voire complètement, le partage de la gouvernance. D'autre part, les retours d'expérience sont plutôt modestes et laissent parfois perplexes. Et en l'état, je pense qu'on est plutôt dans une phase d'expérimentation et pour le coup, il ne faut pas avoir peur de se tromper lorsqu'on se lance dans cette aventure. De ma vision et plus largement, les technos, elles ont atteint un certain niveau de maturité, certes, mais malgré tout, il reste beaucoup à faire sur l'aspect performance et gouvernance. Dernier point, bien utilisé, et ça c'est une conviction intime, l'aspect incitatif peut être un puissant levier pour entraîner les individus, notamment sur la transformation des métiers et le financement de la production de contenu. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux.